Salut et bienvenue pour Film au Pif, spécial. Bienvenue pour ce nouveau numéro spécial du Film au Pif. Donc encore une fois, vous l'aurez compris, il va s'agir d'un numéro hors série, puisque je vais vous faire un nouveau petit top 10. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis petit, puisque en général ces vidéos sont même plus longues que les épisodes officiels du Film au Pif, donc c'est pas des petites vidéos, en fin de compte. Et là, en l'occurrence, je vais vous faire un top 10 sur les films trop méconnus, à mon goût, du moins. Donc, il y en a un paquet, je pense, mais je vais en choisir 10 et je vais vous en parler. Il est même possible que d'ici quelques temps, je fasse une autre vidéo sur d'autres films trop méconnus à mon goût, parce que je pense qu'il y en a quand même un bon paquet, donc des films comme ça qui ont absolument tout pour être de grands films, mais pour une raison qui m'échappe, les gens sont passés à côté, ce qui est fort dommage, parce que je pense que c'est des films qui leur auraient plu, et qui les auraient marqués. Mais bon, là, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les 10 que j'ai choisis pour cette vidéo-ci. Et on commence tout de suite avec la 10e place, où je vais mettre Death Sentence, avec Kevin Bacon et John Goodman, un film de James Wan. James Wan qui est quand même un réalisateur, producteur, beaucoup rattaché aux films d'horreur, surtout de ces dernières années, puisque c'est lui qui a réalisé le tout premier Saw, et qu'il en a produit une bonne partie. Je crois même qu'il en a réalisé peut-être 2-3 autres dans la saga. Il a aussi réalisé Conjuring ou Insidious, produit ces films-là. Enfin, il est impliqué dans ces films-là, donc vous voyez qu'il est très impliqué dans les films, on va dire, d'horreur actuels. Même La Nonne en fait partie. Et donc là, on va parler de Death Sentence, qui est un film où Kevin Bacon joue un homme d'affaires qui, un jour, alors qu'il est avec son fils, qui est promis à une grande carrière de footballeur américain, presque le fils préféré, puisqu'il y a un deuxième fils dans la famille, mais auquel Kevin Bacon attache un peu moins d'importance, puisqu'il est surtout concentré sur son futur footballeur de fils, d'aîné. Et il va se passer qu'un soir, alors qu'ils sont en train de faire le plein de la voiture dans une station-service, il va y avoir un braquage de la station-service dans lequel son fils va être pris et va être assassiné, presque sous ses yeux, parce qu'il s'agissait même plus d'une initiation pour qu'un des mecs là rentre dans un gang, plus qu'un vrai braquage, le but étant qu'il bute vraiment quelqu'un, histoire de faire partie du clan, on va dire. À partir de là, Kevin Bacon va essayer de se venger, donc c'est un film de vengeance, et c'est très très bien fait, c'est vraiment un film qui est prenant, c'est vraiment un film où Kevin Bacon est excellent, comme d'ailleurs dans la plupart des films dans lesquels il est, c'est vraiment un très très bon Kevin Bacon, qui nous livre une prestation géniale, jusqu'au bout, et pour ceux qui aiment un petit peu les films de vengeance, comme on peut voir avec John Wick, ou même, je sais plus, par exemple des Tekken avec Liam Neeson, là celui-là il est à voir aussi, parce qu'on est vraiment pas loin de ce registre-là, même s'il n'y a pas des arts martiaux à tout va, là on a un Kevin Bacon qui rigole pas, quoi. En 9e position, je vais mettre un film de Sam Raimi que j'aime bien, comme tous les films de Sam Raimi d'ailleurs, qui s'appelle Intuition, avec Cate Blanchett, Keanu Reeves, Greg Kinnear, et je sais plus, il y en a beaucoup, il y a Giovanni Ribisi aussi dedans, qui est excellent, comme très souvent d'ailleurs, et qui va parler un petit peu d'une voyante, donc c'est un film fantastique, horreur fantastique, plus fantastique que horreur d'ailleurs, qui va parler d'une voyante qui a de vrais dons de voyance, et qui un jour va commencer à se mettre à avoir des visions concernant une fille, qui apparemment a l'air de flotter dans les airs, dans les arbres, elle les voit un petit peu comme ça partout, une apparence un peu fantomatique comme ça, et elle va mener l'enquête tout le long du film pour savoir à quoi ça correspond, et qu'est-ce que c'est que ce fantôme de fille qui traîne comme ça dans les arbres un petit peu partout, sachant qu'en plus, dans le bled, il y a une fille qui a disparu, donc forcément, elle fait le lien tout de suite, et elle décide de mettre son don à profit pour essayer de retrouver la fille qui a disparu, et qui est probablement le fantôme qu'elle voit. Voilà. Donc c'est un très bon film de Sam Raimi, qui pourtant c'est un Sam Raimi plus calme qu'on a là à la réalisation. On est loin de la réalisation à la Evil Dead ou Darkman. On a des caméras beaucoup plus posées. On a un Sam Raimi qui, à ce moment-là, devait chercher à prouver qu'il était aussi capable de faire autre chose que des angles de caméra farfelus, des caméras qui tremblent, des travelling rapides au milieu de la forêt, ou des choses comme ça qui étaient un petit peu sa marque de fabrique. Il essayait sûrement de prouver qu'il était capable de faire un film beaucoup plus classique, et pour moi c'est une réussite. Intuition, c'est un très bon film que j'ai aimé, même si j'aurais préféré qu'il y ait un tout petit peu plus de la patte de Sam Raimi, mais c'est un film traité vraiment sans humour pour le coup, qui est vraiment très très premier degré et très sérieux, mais ça marche vraiment bien. Donc pour moi c'est un film que j'aime beaucoup. En 8e position, j'ai choisi de mettre un autre film de Sam Raimi, qu'il a réalisé juste avant Intuition, et qui s'appelle Un plan simple,
avec Bill Paxton, le regretté Bill Paxton, et Jane Fonda, et aussi Billy Bob Thornton, qui est un film alors encore une fois, un film assez sérieux, avec une réalisation de Sam Raimi assez calme, même avant Intuition. Il avait déjà commencé à montrer qu'il était capable de faire des films un peu plus posés, on va dire, presque dans la veine de Fargo, pour ceux qui auront vu Fargo. Là, il n'est pas question du tout de fantastique, pour le coup, c'est juste un thriller, en quelque sorte, dans lequel Bill Paxton, qui vit dans un petit village, enfin dans une petite ville américaine, je sais pas où exactement, mais enfin, c'est tout enneigé, donc manifestement, c'est quand même un endroit où ça caille, et qui va un jour, alors qu'il est avec son frère joué par Billy Bob Thornton, donc un frère un petit peu limité, on va dire, intellectuellement, ils vont tomber sur la carcasse d'un avion, écrasé comme ça dans la forêt, en allant rechercher leur chien qui s'est un petit peu échappé. Ils vont aller le chercher, tomber sur cette carcasse d'avion, et à l'intérieur de laquelle ils vont trouver déjà un pilote mort, mais aussi un sac rempli de pognon. Donc à partir de là, va se créer toute une ambiance qui fait que voilà, qui va tourner autour de ce pognon, puisque en plus ils vont se faire voir par le meilleur ami de Billy Bob Thornton, qui donc va être mis au courant de l'histoire et va vouloir sa part aussi du fric. Et donc Bill Paxton va essayer de gérer un petit peu tout ça, parce que les deux autres, ils pensent qu'une chose, c'est prendre le pognon et le claquer immédiatement. Sauf que Bill Paxton, avec l'aide de sa femme jouée par Bridget Fonda, je me suis trompé, et ils vont un petit peu mesurer tout ça et essayer de faire comprendre aux deux autres que faut pas déconner parce qu'on ne sait pas encore à qui appartient ce pognon, et un demi-million de dollars, si vous voulez, il y a un moment où quelqu'un va les rechercher, quoi. Donc voilà de quoi parle ce film, très bon film, que j'estime trop méconnu à mon goût. À la 7e place, j'ai mis l'excellent Traqué, réalisé par William Friedkin, qui donc avait réalisé L'Exorciste et French Connection et encore plein d'autres films, avec Benicio del Toro et Tommy Lee Jones. C'est un excellent film. Alors encore une fois, dont une partie se passe dans un décor assez enneigé, puisqu'on va avoir là Benicio del Toro, qui est un soldat surentraîné pour les tuer sur le terrain et tout, qui au cours d'une mission va être quand même plus que atteint par certains événements qui vont le traumatiser, et il va chercher à rentrer en contact avec son ancien professeur, celui qui lui a tout appris, qui lui a appris comment tuer les gens et tout ça, donc qui est joué par Tommy Lee Jones, qui est donc un ancien instructeur de l'armée, qui leur a appris tout ça et qui s'est retiré, on va dire, dans les montagnes où il vit très proche de la nature et protège en grande partie les animaux et tout ça. Jusqu'au jour où, en fait, n'ayant pas répondu au courrier de Benicio del Toro, l'ayant laissé un petit peu de côté, puisque lui, il a abandonné tout ça, il ne veut plus en entendre parler, Benicio del Toro va, un petit peu à la manière de Rambo, légèrement dérailler et va commencer à assassiner tout un tas de mecs qui vont se mettre donc à le traquer. Et le gouvernement américain, le FBI et tout ça vont faire appel à Tommy Lee Jones pour traquer son ancien élève et le débusquer, et puis le faire soit coffrer, soit carrément l'éliminer. Donc on va avoir un très très bon film survival, qui est somme toute assez court dans la durée, mais très efficace. Il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'action, ça va vraiment droit au but, on perd pas de temps en salamalek avec tout un tas de scènes qui font chialer ou je sais pas trop quoi. C'est vraiment, on pourrait dire que c'est presque un reboot, remake très inspiré de Rambo, ça ressemble vraiment à l'histoire de Rambo, mais c'est fait d'une manière différente, et chacun des acteurs est vraiment très très bon. Évidemment, il va y avoir une confrontation entre les deux, puisque c'est ce qu'on attend du début à la fin du film. Donc voilà, je vous laisse maintenant découvrir ce film, qui pour moi est encore un film injustement méconnu. À la 6e place, j'ai mis un film dont je parle quand même assez souvent dans mes vidéos, qui est un film que j'affectionne tout particulièrement et qui s'appelle Event Horizon de Paul Anderson. Donc le Paul Anderson que je ne sais pas pourquoi personne n'aime, parce que quand même on lui doit quelques bons films. Moi je trouve que le premier Resident Evil c'était très bien. Je trouve que Alien vs Predator, bon, même si ça vaut pas les vrais aliens ou les vrais Predators, ça reste quand même un assez bon divertissement. En tout cas, c'est pas ce qu'il y a de pire dans les deux sagas, à mon goût. Et il a aussi réalisé La course à la mort avec Jason Statham, donc Death Race, qui je trouve est un très très bon film d'action. Donc pour moi c'est pas un si mauvais réalisateur. C'est vrai qu'il a quand même d'autres films, dont notamment certains épisodes de Resident Evil qui sont assez tape à l'œil dans la réalisation, mais dans l'ensemble je pense qu'on peut quand même au moins sauver 4 bons films de sa filmographie, ce qui est déjà pas si mal et pas donné à tous les réalisateurs. Donc pour moi, voilà, en tout cas Event Horizon c'est certainement son meilleur film, un de ses premiers, et c'est un film qui fonctionne très très bien puisqu'il s'agit d'un film d'horreur carrément dans l'espace. Donc on pourrait éventuellement rattacher un peu au Alien,
mais quelque part l'histoire a rien à voir, c'est plus proche d'un Shining dans l'espace par exemple, puisque là on va avoir donc le personnage de Lawrence Fishburne accompagné par Sam Neill qui vont se mettre à la recherche d'un vaisseau qu'a conçu Sam Neill et qui a disparu depuis plusieurs années et dont la particularité est d'avoir un moteur, on va dire un fonctionnement de moteur qui lui permet de créer un trou noir pour voyager plus vite d'un endroit à l'autre de l'univers, un trou de verre même, donc, du coup, hein. Et d'un seul coup, ce vaisseau réapparaît en envoyant un signal de détresse. Donc l'équipe de sauvetage, en quelque sorte dirigée par Lawrence Fishburne, et accompagné par celui qui a conçu le vaisseau, donc Sam Neill, vont se mettre en route vers l'orbite de Neptune, où se trouverait éventuellement le vaisseau Event Horizon, d'où le nom du film. Et une fois sur place, ils vont se rendre compte qu'en fait, le vaisseau est, entre guillemets, vivant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où il est allé à cause de cette histoire de trou noir, de trou de verre. On ne sait pas trop où il est allé et d'où il revient, mais apparemment, c'était quelque chose du genre l'enfer, quoi. Voilà, je vous en dis pas plus, mais il faut vraiment voir ce film. Parce que franchement, pour ceux qui aiment les films d'horreur et qui aiment les films de science-fiction, là, il y a vraiment un très bon mélange entre les deux styles. Ce film fonctionne vraiment très très bien. Voilà. En 5e position, j'ai mis ce que je considère comme un très très bon film de ces 10 dernières années. Très bon film de science-fiction et assez original dans son concept, puisqu'il s'agit de Mortal Engines, dont Peter Jackson a, je crois, écrit une partie du scénario et a produit le film. Il était même question à un moment donné qu'il le réalise, mais comme il était pris sur d'autres projets, eh ben, il a laissé la place, je ne sais plus comment s'appelle le réalisateur, mais en tout cas, pour moi, le film est très très bon. Donc on a affaire là à un futur assez lointain dans lequel les villes sont plus des villes, on va dire, fixées au sol, c'est des villes qui se déplacent sur de très très gros engins à chenilles et tout ça. Et donc il y a certaines grosses villes qui dévorent les plus petites villes pour tout simplement s'agrémenter avec leurs denrées, du sel, de la farine et tout ce genre de trucs là. On est quand même dans un monde post-apocalyptique, autre, différent de Mad Max pour le coup, hein, parce que ça reste quand même assez vert et tout ça, mais on est dans un futur où il y a eu une apocalypse, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que voilà, on en est arrivé là. Et c'est assez impressionnant, que ce soit au niveau des effets spéciaux, comme de la réalisation, comme du concept lui-même dès le départ. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir des villes immenses, puisqu'il y a un moment donné, il y a Londres, et Londres, on va reconnaître certains monuments de Londres, comme Big Ben, ou même Buckingham Palace, tout ça, qui sont plus ou moins intégrés on va dire au design de la ville. Il y a même les lions, hein, vous savez les lions qu'il y a sur, je sais plus comment s'appelle cette place là, Square Madison, non pas Madison Square Garden, c'est à New York, Piccadilly ou un truc comme ça, où il y a 4 statues de lions dorés. Et ben là, on va retrouver les lions aussi qui sont à l'avant de la ville. Et tout ça fait que c'est un spectacle assez, on va dire, original, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et tout le long du film, comme ça va être un peu comme ça. Alors je pense que les gens étaient assez déçus par la trame de l'histoire, parce que en fin de compte, c'est vrai que l'histoire reste quand même assez classique quelque part. Hein. On est sur une histoire de grande saga, comme peut être Star Wars, ou même, je sais pas, ce qui sort actuellement, là, Rebel Moon par exemple, ce genre de truc-là. Mais moi j'ai vraiment aimé l'univers et je regrette que le film n'ait pas suffisamment fonctionné, parce que du coup on n'aura pas la suite. Et c'est assez dommage, j'aurais vraiment voulu voir les suites de Mortal Engines. Moi j'avais bien aimé. Au casting, on va retrouver principalement Hugo Weaving, même s'il y a tout un tas d'autres acteurs, mais on connaît moins, comme grosse tête qu'on connaît, il y a Hugo Weaving, donc, qui était le méchant, donc l'agent Smith dans Matrix, et qui jouait aussi Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, pour moi, je trouve dommage que Mortal Engines n'ait pas suffisamment fonctionné, parce que voilà, c'est un film que j'aimais beaucoup, j'aurais voulu voir les suites. En 4e position, j'ai mis encore un film qui est en rapport avec Peter Jackson, puisqu'il s'agit de l'excellent Fantôme contre Fantôme, qui pour le coup, il a réalisé lui-même, produit par Robert Zemeckis en plus, et qui est pour moi un film phare, puisque c'est l'un des films qui m'a vraiment donné envie de faire de la réalisation de cinéma, parce que dans ce film-là, Peter Jackson maîtrise vraiment l'art du steadicam déjà, et la réalisation est impeccable, tout y est, l'ambiance est géniale, une ambiance qui est, même si c'est un film fantastique, qui quelque part est assez proche des Retours vers le futur, puisque déjà on va avoir Michael J. Fox dans le rôle principal, Michael J. Fox qui dans le film a des dons de voyance aussi, lui, suite à un accident de la route qu'il a eu et dans lequel il a perdu sa femme. Depuis, il semblerait qu'il puisse voir les morts, enfin les fantômes, et entrer en communication avec eux. Sauf qu'il va se servir de ça pour faire du business, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il va copiner avec certains fantômes et leur demander d'aller foutre la trouille aux gens
pour que les gens l'appellent, histoire de faire une sorte d'exorcisme de leur maison et tout ça, quoi. Donc c'est aussi un petit peu un charlatan, jusqu'au jour où en fait un ancien tueur en série qui sévissait dans ce bled va revenir sous forme de fantôme, voire même carrément de la mort, et va ressemer un petit peu le chaos dans la ville. Et donc là, Michael J. Fox va mettre vraiment ses talents à profit, puisqu'il va chercher à annihiler ce fantôme-là. Donc c'est pour ça qu'on a un film qui s'appelle Fantôme contre Fantôme, même si en anglais ça s'appelle The Frighteners. C'était assez compliqué à traduire en français, ça voulait dire les effrayants, c'est pas très accrocheur. Donc Fantôme contre Fantôme, ça marche assez bien et ça décrit finalement assez bien le film. Et donc pour moi, ce film, il mérite d'être vu. Je pense qu'il est beaucoup le connaissent, hein, notamment parmi les fans de Peter Jackson, mais vraiment ce film, il a été fait juste avant Le Seigneur des Anneaux, donc on a vraiment un Peter Jackson en pleine maîtrise de son art, qui amènera justement au Seigneur des Anneaux, et on sait ce que ça a donné au niveau du Seigneur des Anneaux. Donc on voit déjà tout le grand Peter Jackson dans ce film-là. Là, on a déjà un film très très confirmé au niveau de la réalisation et tout ça. Simplement, il n'a pas marché puisque à ces moments-là, la plupart des fans de Peter Jackson s'attendaient encore à un film d'horreur, puisqu'il était un petit peu monsieur film d'horreur à ce moment-là. Et malheureusement, le film a été classé, alors qu'il était censé être un film un peu plus familial, presque une comédie fantastique quelque part, il a été mal classé. Il a été classé comme film d'horreur, ce qu'il n'est pas réellement. Ce qui fait qu'au bout du compte, il a un petit peu le cul entre deux chaises. Les fans de films d'horreur ont été déçus parce que c'est pas assez un film d'horreur, et tous les autres n'ont pas pu aller le voir en famille puisqu'il a été classé interdit au moins de 16 ans, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, il a un petit peu provoqué le fait que le film n'ait pas trop marché, je pense. Mais en tout cas, pour ceux qui l'ont vu, je pense que la plupart des gens l'ont apprécié, ce film, et à juste titre, parce qu'il est très très bon et je vous le conseille. À la 3e place de ce classement, donc on commence à arriver sur le podium, j'ai mis l'excellent Dark City de Alex Proyas, que vraiment c'est un film que j'adore. Il est très très bon et à mon goût il a été injustement boudé, parce que je pense qu'il était quand même donné pour être un blockbuster, donc il a quand même bien fonctionné, mais sûrement pas autant que ce qu'il aurait dû. Il y a quand même plein de gens à qui je parle de ce film qui le connaissent pas, et c'est dommage parce que il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce film, la science-fiction, un hommage très fort au film noir des années 30-40, puisque là le film se passe intégralement de nuit, donc on a ce côté-là, presque Blade Runner aussi, vous voyez ce genre de film-là, film noir un peu, même Matrix d'ailleurs, qui est sorti un an après. Quand on a vu Dark City, Matrix peut faire penser pas mal à Dark City, puisque là aussi on a une histoire avec un mec qui est, on va dire, plus ou moins l'élu quelque part. On a donc affaire à un personnage qui va évoluer dans une ville dans laquelle tous les jours, toute la population de la ville se voit la mémoire effacée, et puis ils échangent un petit peu les rôles comme ça, puisqu'on voit qu'il y a une bande de mecs habillés tout en noir avec des chapeaux qui s'amusent comme ça à arrêter le temps et à changer les personnes de place, les décors changent, tout évolue dans la ville, tout change, la ville devient différente d'un jour à l'autre. Il n'y a qu'un seul mec qui, lui, n'a pas sa mémoire effacée, et donc tout le long du film, il va chercher à comprendre pourquoi lui, il sait ça et pas les autres, et donc c'est ce qui fait le sel du film. Et vraiment, c'est un très très bon film que je recommande à tous ceux qui aiment la bonne science-fiction et les films un peu dark. Je vous recommande de le voir, quoi. À la 2e place, j'ai mis Elysium de Neil Blomkamp, qui est quand même un film qui a pas trop mal marché, mais à mon goût pas suffisamment. Et surtout, c'est un film qui est souvent laissé de côté quand on parle de Neil Blomkamp. On pense à District 9 et même souvent à Chappie, en oubliant Elysium, qui pour moi est probablement son meilleur film pour l'instant à ce jour, parce que Neil Blomkamp il n'a certainement pas fini de faire ce qu'il a à faire. Et pour moi, là, il y a vraiment tout. C'est plus presque un film d'anticipation qu'un film de science-fiction. Parce que là, on va avoir, donc dans un futur relativement proche, une population terrienne qui se voit, on va dire, cloisonnée sur Terre. Donc tous les pauvres vont être sur Terre pour travailler. En plus, là, on va suivre le personnage de Matt Damon, qui est un personnage qui bosse dans une usine où on fabrique des robots qui sont censés contrôler la population. Donc, en gros, il fabrique les mecs qui vont l'empêcher de vivre en totale liberté. C'est un peu contradictoire. Mais voilà, il faut bien travailler pour pouvoir coûter. Et les riches, eux, se sont, on va dire, évadés de la Terre pour laisser les pauvres crever dans la pollution et tout ça, pour aller vivre dans une station spatiale en orbite autour de la Terre qui s'appelle Elysium. Donc, d'où le titre du film. Et à bord de laquelle, on va dire, ils ont tout ce qu'il faut, tout le luxe, si vous voulez, c'est Beverly Hills en orbite autour de la planète, quoi. Et les autres crèvent la dalle sur Terre, quoi. Et en plus, ils crèvent la dalle, mais ils crèvent aussi de tout un tas de maladies qui pourraient être soignées facilement s'ils montaient sur Elysium, puisque sur Elysium, ils ont des technologies qu'il n'y a pas sur Terre. Mais les riches veulent garder leurs privilèges. Et donc, voilà, c'est un petit peu un entre-soi. Et donc là, tout le but
de Matt Damon pendant le film, c'est de monter sur Elysium pour se faire soigner, puisque il a été irradié dans sa propre usine, à un moment donné où il y a un truc qui s'est mal passé dans l'usine, il s'est retrouvé irradié, il en a donc plus que pour une semaine à vivre, et pendant toute cette semaine, il va chercher à monter sur Elysium par tous les moyens possibles pour sauver sa peau, on va dire. Voilà. Donc je recommande fortement ce film, parce que pour moi, il est assez proche de ce qu'on est en train de vivre, plus ou moins. Hein. Je dirais que en ce moment, on est dans le début de cette période-là, où on voit des mecs comme Elon Musk ou même Jeff Bezos qui sont en train de créer leur propre boîte de fusées pour aller dans l'espace, pour envoyer des riches, parce que naturellement, c'est pas nous qui allons pouvoir nous payer les billets pour y aller. Donc ça pourrait donner d'ici 50, 100 ans effectivement une population de riches qui vivent en orbite tranquille autour de la planète, pendant que nous on crève la dalle sur Terre, quoi. Hein, voilà. Et puis ils nous enverraient leur ordure et tout ça, quoi. Hein. Pour moi, on n'est pas loin de ce que ça pourrait pas tarder à devenir, quoi. J'espère que je connaîtrai pas cette période-là, parce que c'est franchement, c'est pas très vivable. Mais le film est vraiment, vraiment super bien fait et très proche pour moi de la réalité. Donc voilà, je le conseille à tout le monde et je trouve qu'il est injustement méconnu. En tout cas, pas assez connu à mon goût. Donc, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, je ne vais pas faire de mention spéciale aujourd'hui, puisque je pense que je ferai une autre vidéo similaire avec 10 autres films trop méconnus à mon goût, parce que je pense qu'il y a quand même matière à faire ça. Comme ça, de tête, il y en a plusieurs qui me viennent. Je ne vais pas vous en parler maintenant, mais je ferai une autre vidéo d'ici quelques temps. Et donc là, on va tout de suite passer au premier de mon classement. Et j'espère que, pour ceux qui l'ont vu, vous allez être d'accord avec moi. Et à la première place, donc, on va trouver un film que j'adore vraiment. C'est vraiment un film que je trouve super bien construit au niveau du scénario et même au niveau de toute l'ambiance, la réalisation, tout est vraiment maîtrisé dans ce film, même si ça a l'air d'être un petit film, c'est vraiment un super petit film. C'est-à-dire on peut pas être plus original dans la manière d'aborder les choses. Il s'agit de 11h14, avec Patrick Swayze, en plus, c'est un des derniers rôles de Patrick Swayze au cinéma. Il y a aussi Hilary Swank dans ce film, et qui va traiter en fait en parallèle le parcours de plusieurs personnages qui vont tous connaître à un moment donné du film, à 11h14, d'où le titre du film. Il va se passer un événement qui fait que tout ça va se croiser et on va comprendre dans les parties d'autres personnages pourquoi les personnages du début il aurait arrivé ça, et etc. etc. Ça, on pourrait rattacher ça un petit peu au scénario des premiers Tarantino comme Pulp Fiction ou même Reservoir Dogs, mais c'est encore mieux construit que ça, c'est encore plus fin dans l'écriture, et vraiment, vraiment c'est bien fait, et en plus de ça, il y a une ambiance un peu comique dans tout ça, qui fait que moi je le classerais carrément dans les comédies, dans les thrillers comiques. Je sais pas si on peut parler de ce genre-là, s'il existe vraiment, mais pour le coup, 11h14, c'est un peu ça. C'est vraiment un très très bon film que je recommande à tout le monde de voir, parce que celui-là, il est vraiment pas assez connu du tout. Il devrait être au moins aussi culte que Pulp Fiction ou Reservoir Dogs, justement, et son réalisateur devrait aussi être culte. Et pour le coup, je sais même plus le nom du réalisateur, je vous le mettrai par là. Mais bon, pour moi, c'est du très très bon boulot, et vraiment, j'ai pris une claque en le voyant. En plus, le film est pas très très long, donc je pense que vous pouvez vous lancer dans ce film-là, vous n'allez pas être déçus. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, qui va être sûrement un petit peu plus courte que les autres vidéos de top, parce que déjà, il n'y a pas les mentions spéciales, donc ça va certainement diminuer un petit peu la longueur de la vidéo, mais il me tenait vraiment à cœur de parler de ces films-là, parce que c'est des films que j'aime beaucoup, et quand j'en parle autour de moi, la plupart du temps, les gens me disent « Ah, connais pas, jamais vu », donc voilà, j'en parle comme ça, histoire de les faire connaître, et si jamais parmi vous, il y en a qui sont passés à côté, regardez-les, vraiment voyez-les, je pense qu'ils valent tous le coup d'être vus au moins une fois, et je pense pas dans cette liste qu'il y en a beaucoup qui vont vous décevoir, très honnêtement. Voilà, donc vous pouvez vous lancer là-dedans tête baissée, sans problème. Revenez me dire dans les commentaires si je me suis beaucoup trompé, ou si je vous ai quand même bien conseillé, parce que pour moi c'est vraiment des films qui me tiennent à cœur, donc j'espère que ce sera pareil pour vous. Et puis sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, vous savez comment ça marche. N'hésitez pas non plus à liker pour faire grimper la chaîne, pour que les algorithmes référencent un petit peu mieux la chaîne et un petit peu mieux les vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter, hein, à me donner votre avis donc dans les commentaires, pour ceux qui auraient vu les films, ce que vous en avez pensé et tout ça. Et puis moi, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif.